Bonjour, on se retrouve dans la troisième et dernière partie du premier chapitre sur la réalisation de la carte paléogéographique d'un ancien bassin sédimentaire, où on va voir les figures sédimentaires et leur signification, les conditions de sédimentation dans les différents milieux sédimentaires, et on finira par la reconstitution de la carte paléogéographique du bassin phosphaté au Maroc. On commence par la définition d'une figure sédimentaire. C'est une structure ou une déformation préservée dans la roche sédimentaire au cours de sa formation. C'est-à-dire la roche sédimentaire, quand elle va atteindre le milieu de sédimentation, elle va subir des conditions qui vont engendrer sa déformation et laisseront des traces au niveau de la roche sédimentaire. Et c'est ces dernières qui vont être utilisées pour reconstituer les conditions du milieu de sédimentation, à savoir la dynamique de sédimentation, c'est-à-dire la force et la vitesse du courant qui régnait dans le milieu, et aussi l'activité des êtres vivants qui étaient présents dans le milieu de sédimentation auparavant. On distingue trois types de figures sédimentaires. Les figures liées à la dynamique de l'eau et du vent, rides et dunes, liées au climat, les fentes de dessiccation et les traces de gouttes de pluie, et enfin les figures liées à l'activité biologique comme les traces de pattes et les fossiles. Les figures sédimentaires liées à la dynamique de l'eau et du vent. Premièrement, les rides. C'est quoi? Ce sont des ondulations, c'est-à-dire des figures ondulées sous forme d'ondes, observées à la surface des sédiments détritiques, c'est-à-dire le sédiment composé de particules fines ou bien des particules issues de l'érosion de la roche-mère, parcourues par un écoulement fluide, l'eau ou le vent, c'est-à-dire les rides, elles résultent de l'action de l'eau ou bien du vent. La taille et la forme des rides, elles dépendent de la dimension des particules, grosses ou fines, du sens et de la force du courant. Sur l'image, on a les rides des rides actuelles qu'on a constatées au niveau d'une plage, mais on peut aussi rencontrer des rides fossiles au niveau des roches sédimentaires qui se sont formées dans des bassins sédimentaires très anciens. Et ces rides fossiles vont nous permettre de reconstituer les conditions de sédimentation qui régnaient dans le milieu il y a des millions d'années, en se basant sur un principe géologique très important qui est le principe d'actualisme. C'est un principe qui se base sur des phénomènes actuels qu'on peut dire qu'ils sont similaires aux phénomènes qui ont eu lieu il y a des millions d'années. Asymétrique, reflétant la dynamique d'un courant unidirectionnel. Donc ça, c'est un petit schéma des rides de courant. On voit qu'elles sont de forme ondulée, comme on a dit, et ces rides de type rides de courant, on dit qu'elles sont asymétriques parce qu'on a ici des flancs, donc celui-là et celui-là, ce sont les deux flancs de la ride, et ils sont asymétriques. Pourquoi asymétriques? Parce que si on prend par exemple la droite qui passe par le sommet de la ride, on voit qu'elle présente deux angles différents de part et d'autre. On a une pente raide et une pente douce. Et le courant, il est unidirectionnel, c'est-à-dire uni, le préfixe uni veut dire un seul sens ou une seule direction. Donc ce courant va causer une déformation des sédiments détritiques et va donner des ondulations, et la forme de l'ondulation nous permet de déterminer le sens du courant. Si le courant il vient par là, donc dans cette direction comme on a schématisé, la pente raide serait du côté opposé du sens du vent ou bien de l'eau, alors que la pente douce, c'est la pente qui se trouve au niveau de la direction du courant. Si par exemple c'était le contraire, si le courant il était dans le sens opposé, par là par exemple, dans ce cas, la pente douce elle sera de ce côté et la pente raide de l'autre côté. Le deuxième type de rides, ce sont les rides vagues. Celles-ci présentent des flancs symétriques qui reflètent la dynamique d'un courant bidirectionnel. Donc voilà les ondulations de type ride de vague. Si on prend un plan de symétrie au niveau du sommet de la ride, on constate qu'on a deux angles égaux, c'est-à-dire les deux flancs sont symétriques. Et cette symétrie au niveau des flancs de la ride, elle est due au courant bidirectionnel. Ici, on a le préfixe bi qui veut dire deux, c'est-à-dire un courant qui va et vient dans les deux sens. Le deuxième type de figure sédimentaire liée à la dynamique de l'eau et du vent, ce sont les dunes, qui constituent des tas de sable, marqueurs d'une sédimentation éolienne, c'est-à-dire une sédimentation qui est due à l'action du vent. Ces dunes, elles ont une hauteur de 5 à 10 mètres et elles peuvent être littorales ou continentales, c'est-à-dire les dunes peuvent être continentales, donc des dunes désertiques au niveau du Sahara, et des dunes littorales au niveau du littoral, c'est-à-dire au niveau de la plage,
On peut aussi subdiviser les dunes en 5 types selon leur aspect. Donc, je vous ai mis sur ce tableau un petit résumé des différents types de dunes. Donc, on a le premier type de dunes, ce sont les dunes longitudinales ou linéaires. Ces dunes, elles ont comme caractéristique, elles sont parallèles à la direction du vent. Voilà, c'est la dune, elle est linéaire et elle est parallèle à la direction du vent, comme on voit ici. Donc ça, c'est la direction du vent et ça, c'est la dune. On voit qu'elles sont parallèles. Pour le deuxième type, les barkhanes, ce sont des dunes en croissant. Comme on voit, c'est un aspect de croissant. Elles sont convexes maintenant du côté de l'arrivée du vent. Ça, c'est le sens de l'arrivée du vent. Et on voit que la dune, elle est convexe du côté de l'arrivée du vent. Les dunes transversales, elles nous rappellent un petit peu les dunes longitudinales, mais la différence qu'il y a, c'est que celles-ci, elles sont non pas parallèles, mais elles sont perpendiculaires à la direction du vent. Donc on voit ici, il y a comme un angle droit entre la dune et la direction du vent. Pour les dunes en étoile, donc leur aspect, c'est un aspect en étoile. Elle résulte maintenant de la dynamique d'un courant de vent de plusieurs directions. Donc le vent, il va arriver par plusieurs directions et ça va engendrer des dunes étoilées qu'on appelle les dunes en étoile. Le dernier type de dunes, ce sont les dunes paraboliques. Elles nous rappellent maintenant les barkhanes, mais elles sont opposées à celles-ci selon l'aspect. C'est-à-dire, elles sont concaves du côté de l'arrivée du vent. Ça, c'est le sens de l'arrivée du vent. Et ça, c'est la dune. On voit qu'elle est concave du côté de l'arrivée du vent. Le deuxième type de figures sédimentaires, ce sont les figures liées au climat. On prend comme exemple les fentes de dessiccation. Ce sont des figures se formant à la surface d'un sédiment boueux. Boueux veut dire que c'est un sédiment où il y avait de la boue, c'est-à-dire de la terre qui est mélangée avec de l'eau. Mais cette boue, elle va se dessécher, elle va se rétracter, elle va se casser. On écrit ici, elle se fond, c'est le verbe se fondre, qui veut dire se casser. Donc cette boue, elle va se dessécher ou bien se casser. Pourquoi? Parce que le milieu de dépôt avait subi des variations climatiques sévères, comme une forte augmentation de la température. Cette augmentation de la température va provoquer l'assèchement du sol et va donner ces figures de type fente de dessiccation. Ça arrive au niveau des anciens lacs. Donc c'est une image de fente de dessiccation actuelle et celles-ci, ce sont des fentes fossiles au niveau des anciennes roches sédimentaires. On voit qu'elles sont similaires. C'est le même principe, c'est le principe d'actualisme. Le troisième type de figures sédimentaires, celles qui sont liées à l'activité biologique ou ce qu'on appelle la bioturbation. On définit premièrement la bioturbation. Donc bioturbation, elle est formée de bio et de turbation, c'est-à-dire une perturbation due à la vie biologique. Donc la bioturbation, c'est l'ensemble des phénomènes de perturbation des sédiments par l'activité organique des êtres vivants. L'intérêt de cette bioturbation, c'est la reconstitution de la paléogéographie d'un milieu de dépôt en se basant sur les traces fossiles. Donc maintenant, on va étudier les fossiles qui se trouvent au niveau du milieu sédimentaire ou bien pour déterminer les êtres vivants qui ont jadis peuplé le milieu lors de la formation de ce sédiment. Et aussi, elles vont nous permettre de reconnaître la limite supérieure d'une couche sédimentaire. On distingue 3 types de bioturbation. Les traces de racines, des racines bien sûr des végétaux, parce que la flore aussi, elle va influencer les roches sédimentaires qui se trouvent dans le milieu. On a les traces de déplacement comme les empreintes de pattes qu'on a sur l'image, et les traces de logement, les terriers et les tunnels. En les étudiant, on peut savoir quels sont les êtres vivants qui étaient dans le milieu sédimentaire. On arrive maintenant à la 6e activité sur les conditions de sédimentation dans les différents milieux sédimentaires. Avant cela, on donne une définition du milieu de sédimentation. C'est une zone qui fait partie bien sûr de la surface de la Terre, où s'accumulent des sédiments, et ces sédiments diffèrent physiquement, chimiquement et biologiquement des zones adjacentes. Donc quand les zones qui sont autour d'un milieu sont différentes de ce milieu est dit un milieu de sédimentation. On divise sur ce schéma la surface de la Terre en 2 domaines principaux, le domaine continental et le domaine marin. Donc, ce domaine continental, il va contenir différents milieux sédimentaires continentaux et le domaine marin va englober les différents milieux sédimentaux qui se trouvent au niveau des océans. Et entre les deux,
on va voir qu'il y a un autre type de milieu sédimentaire. Donc, on a les milieux continentaux, comme on a dit, comme les lacs et les fleuves, les rivières, et aussi les sédiments glaciaires qui se trouvent au niveau des zones à température négative. On a les milieux marins, comme on a dit, les côtes et les fonds marins, et on a les milieux intermédiaires, c'est-à-dire les milieux qui se trouvent entre le domaine continental et le domaine marin. Avant tout, j'aimerais bien préciser les trois origines des roches sédimentaires. On a l'origine détritique, dont on a toujours parlé depuis le début du chapitre. Ce sont les roches qui sont formées par compaction des éléments détritiques, issus bien sûr de la désagrégation de la roche-mère, issus de l'érosion. Il y a une autre origine des roches sédimentaires, c'est l'origine chimique, c'est-à-dire ce sont des roches sédimentaires, mais formées par sédimentation des sels minéraux dissous dans l'eau, puis évaporation, ça va donner les roches de type évaporite. Et des roches d'origine biochimique ou organique, ce sont les roches qui se forment par l'influence de l'activité des êtres vivants, comme le charbon, qui est une roche sédimentaire d'origine végétale. On commence par les conditions de sédimentation dans les milieux continentaux. Et on commence par le milieu fluviatif, comme on a dit, les fleuves et les rivières. C'est un milieu où la vitesse du courant varie selon les deux rives. Donc, le milieu fluviatif est caractérisé par deux rives. Une rive concave et une rive convexe. La vitesse du courant va différer d'une rive à une autre et va donner deux types de phénomènes. Au niveau de la rive concave, la vitesse du courant ici, elle est très grande, ce qui va engendrer l'érosion des roches qui se trouvent au niveau de cette rive. Ça va donner une pente très raide qui est due à l'érosion, comme on voit sur la coupe transversale. Et au niveau de la rive convexe, c'est la rive qui se trouve en face, la vitesse du courant maintenant, elle diminue, et cette diminution de la vitesse, elle va donner une sédimentation des éléments qui étaient transportés par le cours d'eau. La rive convexe en a une sédimentation, et au niveau de la rive concave, l'érosion. Par contre, au centre du courant d'eau, la vitesse maintenant, elle est moyenne. Cette vitesse moyenne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va maintenant transporter les particules qui vont ensuite se sédimenter au niveau de la rive. Toujours au niveau du milieu fluviatile, on constate qu'il y a une alternance de périodes d'érosion et de sédimentation. Cette alternance va donner des terrasses de deux types. Ici, on a des terrasses de type emboîté. Ça veut dire que les couches sédimentaires, si on prend celle-ci, c'est la première, et celle-ci, c'est la deuxième. Puis, vient se déposer les sédiments de la troisième en haut, et on constate que ces couches, elles sont continues et n'ont pas subi d'érosion. Donc, au niveau de ces terrasses emboîtées, il y a une sédimentation qui est dominante. La sédimentation, elle domine par rapport à l'érosion due au cours d'eau. Par contre, pour le deuxième type de terrasse, il y a une érosion dominante, c'est-à-dire la première couche qui est au fond, elle va sédimenter et elle va subir l'érosion. Donc, elle est discontinue. Puis vient se déposer la deuxième. Après, il y a une discontinuité au milieu due à l'érosion subie par les sédiments sous l'influence de la vitesse du courant d'eau. Puis ici, la troisième, elle est aussi discontinue. Et la quatrième en haut. On obtient ainsi des terrasses étagées de type escalier. Dans ce cas, on dit que l'érosion est dominante dans ce courant d'eau. Le deuxième type de milieux continentaux, le lac, c'est une grande étendue d'eau douce entourée de terre. Donc, voilà une image d'un lac. On voit qu'il est entouré de terre et l'eau qui se trouve dedans, c'est de l'eau douce et non pas de l'eau salée. Cette eau douce, elle provient de quoi? Le lac, il est alimenté par les pluies, la fonte des neiges, et aussi par les rivières. Ce qui caractérise les sédiments lacustres. Donc, on prend un schéma d'un lac qui va montrer les différents types de sédiments au niveau de ce lac. Donc, on a des sables et des limons qui se trouvent en périphérie. Les voilà, ils sont en périphérie parce qu'ils sont apportés par les rivières. On a aussi des vases au centre. Donc, voilà, ce sont les vases qu'on voit en vert. Qu'est-ce que veut dire une vase? C'est un mélange de matière organique et de terre. Donc, il y a ici de la matière organique, suite à la mort des êtres vivants, que ce soit végétaux ou animaux, ils vont se mélanger avec la terre qui se trouve au fond du lac et former des vases lités au centre du lac. Puis, on a des turbidités, c'est-à-dire de l'eau trouble en profondeur. Voilà les turbidités, c'est ce qu'on voit ici. On passe aux conditions de sédimentation dans les milieux intermédiaires. La lagune, c'est quoi? C'est une étendue d'eau salée, généralement peu profonde, séparée de la mer par un cordon littoral, caractérisé par un faible renouvellement des eaux et une forte évaporation. Pour comprendre cette définition, on va prendre un petit schéma de la lagune. Donc, voilà, c'est la lagune ici. C'est une étendue d'eau. C'est ça, la lagune. Elle contient
de l'eau salée. Pourquoi? Parce que cette eau provient de la mer. L'eau salée va rentrer par ce petit passage dans la lagune. Ce petit passage, il est dû à la présence d'un cordon littoral, le voilà, qui va un petit peu isoler la lagune de la mer. Cette lagune, elle est caractérisée par un faible renouvellement des eaux, c'est-à-dire elle est un peu stagne. Donc cette stagnité de l'eau va donner une évaporation. On a ici des petites flèches très intéressantes. On a la flèche en jaune qui est très grosse. Elle représente l'apport marin en eau salée. Et les toutes petites flèches en mauve ici, ce sont les apports fluviatiles, à savoir l'eau douce et les sédiments. Donc la lagune, elle va recevoir beaucoup d'eau salée de la mer et très peu d'eau douce et très peu de sédiments par les fleuves et les rivières. Ce qui fait qu'elle va, en parlant des sédiments, il y a 3 types. Il y a le sable fin, il y a les sédiments calcaires et il y a surtout des évaporites de type sel et gypse. Le deuxième type de milieu intermédiaire, c'est l'embouchure, qui est de 2 types, le delta et l'estuaire. L'embouchure, premièrement, c'est un cours d'eau dans la mer. C'est un domaine intermédiaire où s'affrontent les apports fluviatiles et marins. On va voir. Donc, on a 2 types selon les apports marins et fluviatiles. Regardons cela. Si on prend l'estuaire, au niveau de l'estuaire, il y a égalité entre les apports fluviatiles et les apports marins. Par contre, au niveau du delta, on voit que la flèche des apports fluviatiles est trop grande. Par contre, de toutes petites flèches jaunes qui représentent les apports marins. Donc le delta, il va recevoir très peu de la mer et beaucoup d'apports fluviatiles. Pour les sédiments, dans le delta, on a des sédiments détritiques en éventail. Ce sont les limons, les argiles et le sable. C'est un éventail où il y a quoi? Des pots des sédiments détritiques qui sont, alors que pour l'estuaire, on a des sédiments grossiers parce qu'il y a un grand apport fluviatile et des suspensions fines, argile et matière en suspension. On enchaîne avec les conditions de sédimentation dans les milieux marins. On sait tous que les fleuves, ils versent tous leurs sédiments détritiques et leurs ions solubles dans les mers et les océans. Et quand ces détriments vont arriver au niveau des océans et des mers, ils vont trouver des conditions favorables pour se déposer. Le milieu marin est maintenant divisé en plusieurs milieux sédimentaires, selon la profondeur des eaux, le relief océanique, les caractéristiques biologiques et aussi la dynamique des eaux. Si on prend ce petit schéma, on a ici le milieu continental et ici on a le domaine marin. Donc le domaine marin, on a dit qu'il est divisé en 3 milieux sédimentaires principaux. Ce sont, on a premièrement le plateau continental, le voilà. Puis après vient le talus continental, c'est cette pente qu'on voit ici. Donc c'est le deuxième domaine marin. Et le troisième, c'est ici la plaine abyssale qui représente les fonds marins. Donc ce sont 3 domaines. Ici pour cette partie, c'est le glacis continental. C'est le passage du talus vers la plaine abyssale où il y aura des dépôts de sédiments. Donc on va voir en bref les différents types de sédiments dans chaque domaine marin. On commence par le plateau continental. C'est une zone qui est considérée comme un prolongement du continent dans la mer. Il s'étend jusqu'à 200 mètres de profondeur. Il est peu profond ou très peu profond par rapport à l'échelle des océans. Il est caractérisé par une grande activité des êtres vivants parce qu'il y a une bonne oxygénation, une bonne luminosité et une température chaude qui va permettre la vie, que ça soit de la faune ou de la flore. On trouve comme sédiments au milieu du plateau continental les sédiments terrigènes, c'est-à-dire les sédiments détritiques qui proviennent de l'érosion des continents. Ces sédiments vont être classés de la côte vers les larges, du sable, puis les limons et puis les argiles. Il y a aussi des sédiments carbonatés qui sont dus à la sédimentation des squelettes calcaires de plancton et des récifs coralliens sous forme de CaCO3. Le deuxième domaine, c'est le talus continental, qui est une zone sous-marine en pente, c'est-à-dire il y a une grande pente au niveau des profondeurs entre 4000 et 5000 mètres. Elle est caractérisée par une absence de faune et de flore. Cette grande pente, elle ne va permettre la vie ni à la faune ni à la flore. Donc, on a des conditions de sédimentation qui sont très sévères, une pente raide et aussi des courants de turbidité très importants. Donc, ce sont des courants qui vont donner une grande turbidité au niveau du talus continental et au niveau du bas du talus continental, on aura des sédiments de type cône et ils sont caractérisés par un granoclassement très apparent. Donc, on a
des sédiments grossiers, puis des sédiments fins, ensuite grossiers, ensuite fins, ensuite grossiers, ensuite fins. Donc, un bon classement dû à ces courants de turbidie. Donc, les sédiments, on a des sables et des graviers qui sont chenalisés par les canyons sous-marins. Les canyons, ce sont ces grands canaux qui se trouvent au niveau de la pente et qui vont permettre le glissement des sables et des graviers. Le troisième milieu sédimentaire marin, c'est la plaine abyssale ou les fonds marins. C'est une zone plate qui constitue les fonds marins entre 5000 et 6000 mètres de profondeur. C'est un milieu très calme. Il est caractérisé par de l'obscurité et une très basse température. Donc, cette obscurité, cette basse température et ce calme laissent dire qu'il y a absence de courant et aussi absence d'activité biologique. C'est aussi une zone en dessous du CCD. C'est un niveau qui s'appelle le niveau de compensation des carbonates. On va en parler tout de suite. Donc, pour les sédiments qui se trouvent au niveau de la plaine abyssale, on a des argiles rouges qui proviennent du continent. Il y a des poussières atmosphériques et aussi des débris carbonatés et siliceux provenant des squelettes d'organismes vivants et du plancton. Maintenant, c'est quoi le CCD? C'est la ligne en pointillé. C'est une limite en dessous de laquelle on a une dissolution du CaCO3. Ici, le CaCO3, il n'est pas dissous, donc on le voit ici, avec la composition argile, poussière atmosphérique et aussi de la matière organique. Tout cela va se déposer vers la plaine abyssale, à part le CaCO3. Pourquoi? Parce qu'il va disparaître en dessous du CCD à cause de sa dissolution. C'est-à-dire le CaCO3 qui provient du plancton à cause de la forte pression, ne l'oubliez pas, donc c'est la forte pression qui se trouve en dessous du CCD avec une très faible température aussi, va conduire à la dissolution du CaCO3 et la formation d'ions solubles, le Ca2+, et le HCO3-. Et puisqu'il y a dissolution du CaCO3, tous les êtres vivants qui ont un squelette calcaire ne pourraient pas vivre dans cette zone de la plaine abyssale. Donc ici, je vous laisse un petit résumé des différents milieux de sédimentation et je vous laisse le soin de les lire à tête reposée. On arrive à la dernière activité de notre premier chapitre qui donne sur la reconstitution de la carte paléogéographique du bassin phosphaté au Maroc. Premièrement, c'est quoi la paléogéographie? C'est une discipline qui regroupe en trois: la géologie, la géographie et la paléontologie. L'objet de ces trois disciplines, c'est la reconstitution de la géographie passée à la surface du globe et nous donne une idée surtout sur les êtres vivants qui ont jadis vécu dans un milieu il y a des millions d'années. Les bassins phosphatés ce sont des réserves marocaines en phosphate qui constituent les principales ressources minières au Maroc et qui représentent jusqu'à 75% des réserves mondiales. Donc au Maroc, on a 4 bassins phosphatés, comme on voit sur la carte géographique. Donc on a le bassin de Ouled Abdoun, mauve, le bassin des Gantours, en orange, puis en grenat les petits bassins de Mescala, et enfin en vert le bassin de Oued Dahab. Donc ce sont des gisements avec de teneurs élevées en phosphore et faible taux d'impureté, c'est-à-dire présentant une abondance de fossiles, surtout de type dents de requin comme on voit ici sur l'image. Les roches phosphatées en Maroc elles se présentent en strates et elles sont de 3 types: le phosphate sableux granulaire qui est le plus répandu, le calcaire phosphaté qui est une roche très compacte grâce à un ciment calcaire, et le phosphate siliceux. Les conditions de formation des sédiments phosphatés au Maroc. On se demande premièrement comment se forment les roches phosphatées. Donc suivez-moi bien. Le phosphate, il est contenu dans l'eau, c'est-à-dire ces roches doivent se former en milieu aquatique. Donc ce phosphate contenu dans l'eau, il ne va pas sédimenter directement, mais il a besoin qu'il soit ingéré par les êtres vivants microscopiques, ce sont les planctons, et les vertébrés, les poissons, qui vont les consommer et vont le fixer. Après la mort de ces organismes, les bactéries vont décomposer le corps de ces poissons et de ce plancton et va ainsi libérer le phosphore et le CO2 qui se trouvent au niveau du phosphate. La réaction entre le phosphore et le CO2 va donner une formation du phosphate qui se dépose dans les roches sédimentaires et donnant ainsi les roches phosphates. Les conditions de formation des roches phosphates. Il doit y avoir, pour la sédimentation et la formation des roches phosphatées, une faible profondeur des eaux. C'est-à-dire que ces roches sédimentaires vont se former entre le plateau continental et le talus continental. Les eaux doivent être tempérées à chaudes
et doivent être bien éclairées, c'est-à-dire dans un climat tempéré. L'activité des êtres vivants doit être très importante parce qu'on en a dit, ce sont eux qui vont ingérer le phosphate dissous dans l'eau et vont le fixer. Et il y a une grande importance des courants d'eau froide remontant, les upwelling. Ces courants d'eau froide sont riches en phosphate et vont remonter le phosphate vers le plateau continental pour qu'il y ait dépôt des roches phosphatiques. On termine avec la reconstitution de la paléogéographie des bassins phosphatés au Maroc. Et on a deux théories. La théorie de Bugeaud et Salvin. Qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose que la mer des phosphates était sous forme de golfe. Donc voilà les golfes. Ce sont des milieux marins qui se trouvent dans le continent. Ces golfes sont caractérisés par de faibles profondeurs et des eaux chaudes. Ce sont les conditions nécessaires à la formation des roches phosphatiques. Et ils sont bien sûr en liaison avec l'océan Atlantique, le voilà ici, et ils sont séparés par les terrains continentaux. C'est au niveau de ces golfes-là que vont se déposer les roches phosphatiques. La deuxième théorie de Trapp et Herbig, elle propose maintenant que le centre et l'ouest marocain étaient submergés par une mer épicontinentale. Donc ici, c'est une mer, c'est pas l'océan, c'est ça l'océan. Mais ici, c'est une mer qui est peu profonde et qui constitue l'extension marine reliée à l'océan Atlantique. Cette mer épicontinentale de faible profondeur va permettre ou va offrir des conditions favorables de dépôt des phosphates.